L'histoire des loisirs ludiques, et en particulier des jeux de société, est aussi ancienne que nos premières civilisations. Pourtant, de l'Égypte antique à l'aube du XIXe siècle, la variété de leurs mécanismes se compte sur les doigts d'une main. Courses de pions, plateaux à cases, dés, et plus tard jeux de cartes dont l'invention de l'imprimerie permet le développement, ne restent que les dérivés des modèles originels et aucune innovation n'éclot réellement avant le XXe siècle. C'est en 1933 qu'apparaît le Monopoly, lui-même inspiré d'autres jeux de gestion économique. Il ouvre la voie à de nouveaux types de jeux, mais surtout à un grand nombre de dérivés. Malgré ça, les systèmes de règles n'échappent pas au sempiternel déplacement de pions sur un plateau segmenté, d'un nombre de cases égal au résultat d'un jet de dés. La formule du jeu de loi en somme sur une thématique dans l'air du temps. Il faudra donc attendre 1953 pour une première révolution ludique, celle que l'on doit à Charles Roberts et sa société Avalon Hill. Sur le modèle Kriegspiel, il crée le premier jeu de guerre, ou Wargame, qui lui-même n'attend que d'être bouleversé et enrichi par deux inventeurs géniaux, Gary Gygax et Dave Arneson, qui adaptent le jeu de guerre à l'univers médiéval fantastique inspiré des romans de Tolkien. 3 ans plus tard, ils innovent encore, transforment, corrigent et transfigurent leur ouvrage, qui pose les codes du jeu de rôle qu'on retrouve toujours aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le jeu de rôle ? Dans sa forme la plus classique, le jeu de rôle dit papier se joue autour d'une table avec une moyenne de 3 à 6 joueurs. L'un d'eux prend le rôle d'un meneur, d'un conteur, d'un maître de jeu, qui va décrire un univers empli d'énigmes et de personnages que vont traverser les autres joueurs. Mais la révolution par rapport aux autres formes de jeu classiques est qu'au cours d'un jeu de rôle, les joueurs vont interpréter leurs personnages, dans des échanges proches du théâtre improvisé. De par ses propres mots, Gary Gygax disait n'avoir fait que formaliser une pratique existant depuis la nuit des temps. Et si on disait que... Ils inventent donc Donjons et Dragons, et c'est là que tout commence. Au début, finalement, le jeu de rôle, ça n'est connu que par des élèves de grandes écoles scientifiques ou de commerce ou de droit. C'est-à-dire des gens qui ont entre 20 et 25 ans, qui parlent l'anglais, qui ont récupéré la plupart des jeux par des gens qui connaissaient aux États-Unis, principalement Donjons et Dragons, hein, parce qu'il y avait quasiment que ça. Moi, je l'ai connu par un magazine qui s'appelle Metal Hurlant, il y avait 2 lignes, j'étais à l'œuf cube, j'ai acheté la boîte, je ne savais pas trop ce que c'était, mais a priori le film m'intéressait. Et quand j'ai essayé de contacter des joueurs, j'en trouvais pas. Moi, je faisais partie des privilégiés qui habitaient Paris. Il y avait quelques magasins en province. Je me rappelle, il y en avait à Reims, il y en avait à Lyon, il y en avait à Marseille, dans les grandes villes étudiantes, en fait. Mais chaque magasin importait plus ou moins directement, soit d'Angleterre, soit des États-Unis, des produits qui venaient venir au compte-gouttes, parce que ça posait aussi des problèmes de douane. Et sur Paris, plusieurs magasins s'approvisionnaient, ce qui fait que ce n'était pas très compliqué en bout de course de trouver des produits. Il n'y avait pas pléthore de produits parce qu'en fait, il n'y avait pas de grossistes importateurs. Chacun se débrouillait un peu dans son coin et ça donnait néanmoins largement de quoi satisfaire notre curiosité. D'autant plus qu'à l'époque, tous les produits, parce que je parle, c'était en 79, il n'y avait pas de produits français. Le marché du produit en français, que ce soit une traduction ou une création, était quasi inexistant, puis très faible, et a fini petit à petit par se développer. Mais là, je parle d'une époque, c'était le milieu des années 80, où en fait, il n'existait rien, et il a fallu tout mettre en place. Au début des années 80, la plupart des joueurs de province, et en particulier ceux qui sont les plus éloignés de la capitale,
ne trouvent pas leur jeu en boutique, il n'y a pas de boutique spécialisée, ou alors il s'agit de relais jeux des cartes, donc uniquement des enseignes. À Perpignan par exemple, il s'agit de du hall de la presse, pas loin de la gare. C'est là que je découvre mes premiers bouquins de Donjons et Dragons, et puis la fameuse boîte rose. Alors on parle beaucoup de la boîte rouge, mais la boîte rose c'était la version anglaise du Basic Set. Et justement, qui dit version anglaise dit traduction, et il a fallu qu'on essaie de comprendre ce qu'était un jeu de rôle à travers des pages et des pages de règles en anglais. Donc il y a la barrière de la langue, et puis il y a aussi le phénomène nouveau de ce type de jeu, qui fait qu'on a tout à découvrir, même si c'est formidable, bon, c'est un challenge quand même. Alors, je pense que l'avantage de la France, c'est que les Français sont très mauvais en langues étrangères, abominablement mangés. Dans les années 80, le nombre de gens qui parlaient anglais était ridicule. Et traduire un jeu, ça prenait beaucoup de temps. Les gens le faisaient même. Les premières boîtes de Donjons et Dragons, c'était des photocopies et les gens traduisaient eux-mêmes pour leurs copains. Chez TSR, il y avait un franco-canadien, en fait, qui s'appelle toujours Bruce Heard, qui avait poussé pour que le produit soit localisé en français. Et on recevait les traductions faites par Bruce et quelques autres. Il y a notamment des Canadiens qui ont travaillé dessus. On faisait les corrections, on les renvoyait, c'était modifié, ça nous revenait, c'était approuvé. Et puis c'était la toute première boîte française a été imprimée aux États-Unis et vendue en France. La boîte rouge de Donjons et Dragons a marqué certainement, de façon certaine, je dirais, une époque. Mais la plupart des consommateurs de ce produit-là jouaient déjà plus ou moins dans une espèce de franglais et de sabir assez délirant, un mix de produits qui se situait entre ODD, DD et ADD, dans une espèce de flou artistique qui allait bien à tout le monde. Donc la boîte n'a vraiment permis qu'à ceux qui ne comprenaient rien de ce qui se passait et qui ne parlaient pas du tout un mot d'anglais, d'essayer de comprendre ce que c'était qu'un jeu de rôle et comment on pouvait s'y mettre, apprendre les sorts quand on jouait des magiciens ou des prêtres. Mais ça n'a pas déclenché une vague comme a déclenché l'appel de Cthulhu. Parce que l'appel de Cthulhu, non seulement n'était pas joué en anglais, ou quasiment pas joué en anglais, n'était pas connu, mais c'était un type de jeu qui était complètement différent, une ambiance complètement différente, et qui, comme a fait Vampire beaucoup plus tard, s'adressait à des joueurs beaucoup plus matures, parce qu'il y avait quand même toute l'aura Lovecraft derrière, qui a été un succès de librairie, mais phénoménal, pas à l'époque de la sortie de la boîte de jeu, mais de bien avant, ce qui fait qu'il y avait un public potentiel qui s'est intéressé au jeu de rôle à ce moment-là, quoi. Et dans la foulée, il y a l'Ultime Épreuve qui a été la première création française qui est sortie, et là, ça a commencé à démarrer. Là, on peut situer le démarrage d'une industrie française du jeu de rôle avec la sortie de la boîte, l'appel de Cthulhu chez Descartes. Si c'était resté avec juste des boîtes anglaises en petite quantité, on n'en aurait pas eu beaucoup. Ça a été plutôt mal fait. Donc il y a eu de la création française. Voilà, c'est un appel du vide. Et en plus, dans la création française, dès le début, il y a eu des choses très différentes. L'Ultime Épreuve, c'est un jeu très rapide d'initiation dans lequel il n'y a qu'un but. On se dit peut-être à la fin, on ne pourra plus jamais jouer, mais le produit était là, on pouvait y jouer. Légende celtique qui arrivait assez vite. C'était hyper compliqué, mais ça parlait de civilisations qu'on connaissait en Europe, et puis ça montrait qu'on pouvait faire un jeu très simulationniste, alors que Donjon était un jeu plutôt héroïque. Donc il y a eu des choses différentes. Après, il y a eu Rêve de Dragon. Après, je me rappelle plus, j'ai pas forcément des grosses mémoires de ce qui est sorti, mais voilà, Maléfice, il y a eu des productions qui étaient plus proches de l'esprit européen. C'est-à-dire que il n'y a pas forcément que des méchants et des bons, que y a des peuples qui luttent pour leur culture, qu'il y a des gens qui croient à la réalité, d'autres qui croient à la magie. Enfin, donc, mais voilà, je pense qu'en France, on avait un peu plus de nuances. Les années 80 sont donc marquées par l'ascension du jeu de rôle et de son industrie. Des clubs se créent dans les facs, lycées et MJC, de nouveaux jeux voient le jour et l'engouement est croissant. Puis presque soudainement, tout s'arrête. Et une longue période de désert rôliste s'amorce. La photomédia, ce serait leur accorder une trop grande responsabilité. La convergence de plusieurs facteurs semble plus probable. Games Workshop a alimenté l'imaginaire des jeunes pendant des années avec des produits d'appel, que ce soit Warhammer ou tout un tas d'autres produits, qui ont permis de rentrer facilement dans l'imaginaire des jeux de rôle.
et qui amenait toute une manne de jeunes qui voulaient découvrir ce qu'était ce genre de choses. Games Workshop a arrêté la production de tout un tas de lignes et s'est spécialisé sur le jeu de figurines pures, Warhammer, et puis après les Space Marines, et ils ont abandonné tout le reste. Ce qui a créé un premier trou, entre guillemets, parce que beaucoup de joueurs qui pratiquaient du Games Workshop et passaient sur le jeu de rôle n'avaient plus cette première marche. On a joué du début des années 80 jusqu'à la fin d'ailleurs de cette décennie-là. Commencé lycéen, étudiant, on avait du temps pour jouer, puis après la vie fait qu'on a besoin de bosser, de trouver du travail, certains d'entre nous ont eu des enfants. Donc on s'est éloigné de la dynamique et du rythme qu'on avait, et les longues parties de jeux de rôle ont disparu. Je pense que c'est une des causes principales de ce changement, et puis peut-être une première génération a disparu, ou alors c'est reporté sur des jeux qui leur semblaient un petit peu plus rapides au niveau de la mise en place, comme Magic et les jeux de cartes. La sortie de Magic a eu pour effet de tuer l'industrie de la figurine en l'espace de moins d'un an. Et là, on s'est retrouvé avec un produit facile d'accès, c'est-à-dire que les règles, c'est peanuts. Le temps de jeu est ridicule en termes de temps consacré. Les jeunes jouaient dans les cours de récréation. Les échanges, il y avait une vraie communauté, entre guillemets, qui pratiquait des échanges. Et ça a eu pour effet que les jeunes qui étaient à la recherche de produits correspondant à leurs attentes et qui passaient naturellement sur le jeu de rôle parce qu'il n'y avait pas de produit concurrentiel à ce niveau-là, se sont retrouvés avec un produit moins cher, plus facile à apprendre, plus rapide à jouer, et que tout le monde avait. Et là aussi, l'approvisionnement, entre guillemets, de nouveaux joueurs sur le marché rôlistique s'est trouvé asséché. Un jeu classique, c'est-à-dire quand on retire les grands noms, que ce soit JRTM, Cthulhu, Vampire, se vendait entre 3 et 5 000 exemplaires pour un jeu de base. On est descendu à la fin des années 90 à des ventes de 1000 exemplaires. Et donc, on s'est trouvé dans une situation où il ne pouvait plus y avoir de modèle économique fiable pour une structure économique quelle qu'elle soit. Il fallait, pour pouvoir sortir du jeu de rôle, ça je parle de la première moitié des années 2000, avoir une activité autre qui soit rentable. Et la plupart des maisons d'édition ont fermé à cette époque-là, où on cherchait d'autres mannes financières pour pouvoir continuer à produire à perte du jeu de rôle. J'ai arrêté de travailler tout simplement parce que Casus Belli, qui était mon employeur, a fermé ses portes parce qu'en fait les ventes diminuaient régulièrement. Pour moi, la seule chose qui a changé l'image, c'est l'émission de Mireille Dumas. Parce qu'en fait, c'est passé sur France 2, c'est-à-dire le service public. Elle avait fait plein d'émissions avant et donc elle avait une bonne image dans la population française. Moi, je n'ai vu aucune mauvaise image par rapport aux gens que je fréquentais, par rapport au milieu professionnel, mais c'est les gens avec lesquels on travaillait à Casus Belli qui nous ont dit, dans notre mairie, on nous a refusé des crédits, dans notre mairie, on a fermé telle salle, dans notre MJC, on n'a plus eu les crédits. Et donc là, il y a eu une image un peu... Ils sont bizarres, ils sont asociaux, peut-être qu'ils font que des jeux de société, mais on n'est pas sûr, donc on ne prend pas de risque, on va les mettre de côté. Mais alors, ce renouveau dont tout le monde parle actuellement, comment est-il arrivé ? L'informatique s'étant développée, quand on parlait de jeux de rôle, tout le monde pensait jeu informatique, on ne pensait pas jeu papier. Beaucoup même d'intervenants sur le grand public ne savaient même pas dans le courant des années 90 que le jeu de rôle c'était un jeu papier au départ, et ni même que ça existait encore. L'image a changé, a perdu sa connotation négative, notamment grâce à l'informatique, où là il y a des jeux qui ont hyper cartonné, comme par exemple le World of Warcraft, qui a apporté une crédibilité quasi hallucinante au jeu de rôle. Parce qu'il y a un amalgame complet qui est fait
parce que personne ne sait vraiment ce que c'est que le jeu de rôle. Moi, je connais tout un tas de jeunes qui me disent ah, ben moi je fais du jeu de rôle et tout, et qui incluent là-dedans les jeux de figurines, que ça soit avec des figurines 3D ou avec des bouts de carton, que ça soit du vrai jeu de rôle, que ça soit du jeu de plateau, du jeu informatique. C'est devenu une espèce de melting pot où on met tout ce qui est un peu bizarre. Et j'ai l'impression que ce qui est marrant, c'est qu'il y a plus de créativité qu'il y en avait avant, il y a plus d'éditeurs indépendants, il y a plus de création novatrice. Mais là, c'est du côté de la création. Par contre, j'ai vu les chiffres de vente parce que des gens ont voulu rééditer certains de mes jeux, ont voulu me proposer des éditions de jeux. Et donc, automatiquement, dès qu'on rentre dans le côté professionnel, on dit combien est-ce que vous pensez en vendre, combien ça peut coûter. Et là, je me dis, ah, c'est quand même 10 à 100 fois moins que ce qu'on vendait il y a 20 ans. C'est-à-dire que moi, quand je vendais 15 000, là, ils vont être contents quand on va en vendre 150. Donc oui, aujourd'hui le jeu de rôle revient de loin. Mais est-ce vraiment un revival ou plutôt une communauté qui évolue et se reconstruit ? Il reste beaucoup de chemin à faire pour redevenir le loisir qu'il était. Les temps ont changé, les modes de vie, les pratiques ludiques, autant de choses auxquelles la pratique du jeu de rôle doit s'adapter pour trouver à nouveau sa place. Les acteurs dont dépend le jeu de rôle sont nombreux, les joueurs bien entendu, mais aussi les éditeurs, les concepteurs, les illustrateurs, tous ceux qui fabriquent ont aussi leur pierre à amener à l'édifice. De nouveaux outils sont à leur disposition, à chacun de les débusquer, de les penser, apprendre à s'en servir, pour que l'aventure continue encore.